Salut les amis. Alors on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Je vous parle donc des cellules pariétales qu'on trouve au niveau de la paroi gastrique. Alors des cellules pariétales qu'on appelle également des cellules bordantes. Alors ces cellules qui sont représentées ici, donc ce sont les cellules représentées par cette couleur jaune ici. Alors, vous en avez une ici. Alors, ces cellules-là, par leur position un peu spéciale, entre bien sûr le plasma et la lumière gastrique, d'un côté, bien sûr, en face du plasma, vous avez ce qu'on appelle donc la face basale, et de l'autre côté, le côté opposé, donc face à la lumière gastrique, c'est la face apicale. Donc, vous avez deux faces. Alors, ces cellules pariétales ou bourdantes vont travailler de telle sorte à puiser l'acidité du plasma pour l'injecter dans la lumière gastrique. Alors, du coup, on va se retrouver ici. Ça, c'est la concentration d'H+ dans le plasma et qui est autour de 0,00005 millimolaires. Hein. Et cette concentration, même concentration de protons H+, va augmenter de l'autre côté au niveau de la lumière gastrique jusqu'à 150 millimolaires. Donc faites le calcul. On passe d'un côté de 0,00005 millimolaires à 150 millimolaires de l'autre côté. Alors, en d'autres termes, cette concentration a été multipliée environ 3000 fois. Alors, 3000 fois la concentration proton H+ dans la lumière gastrique. Alors, bien sûr, ce qui est à l'origine de cette différence, ce sont les cellules pariétales. Alors, d'un côté, ils vont puiser le CO2, d'accord? CO2, vous savez, il est potentiellement acide. Et ils vont puiser, ils vont injecter, remplacer en quelque sorte le CO2 par des hydrogénocarbonates qui sont plutôt basiques. De l'autre côté, au niveau de la membrane apicale, vous avez ici un échangeur, c'est un transporteur donc actif, donc qui fonctionne en dégradant de l'ATP et qui va échanger des protons H+ contre des ions potassium. Donc, vous voyez, les ions H+ sont éjectés dans la lumière gastrique et à l'inverse, du potassium est pompé en direction du cytosol de ces cellules-là. Alors, cette enzyme que vous avez là, cet échangeur, hein, ce transporteur, c'est ce qu'on appelle en fait la pompe à protons. La pompe à protons. Alors, cette pompe à protons peut être inhibée, par exemple, sous l'effet d'une substance, d'un médicament, d'une substance qu'on appelle l'oméprazole. Et l'oméprazole, justement, peut être également appelé un IPP. Il y en a d'autres, d'accord, ce qu'on appelle les IPP, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Parce que là, vous voyez, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Les détails de ce que, donc de tout ça, okay, qu'on va donc voir sur la diapositive suivante. On reprend donc la même cellule, c'est-à-dire la cellule pariétale au bordant, avec les deux faces, la face basale et la face apicale. Alors, au niveau de la face basale, vous avez bien sûr des canaux, des échanges
entre sodium et chlore, des échanges entre potassium et sodium. Vous avez également une diffusion de CO2 vers le cytosol de cette cellule pariétale. Vous avez des échanges entre le chlore et les hydrogénocarbonates, les carbonates généralement, et vous avez également des récepteurs membranaires, ici des récepteurs différents et divers, parmi lesquels donc on trouve des récepteurs à l'acétylcholine, des récepteurs à l'histamine et surtout des récepteurs à la gastrine. La gastrine, donc, c'est une hormone qui est libérée par d'ailleurs la paroi elle-même, la paroi gastrique, libérée dans le sang. Et cette gastrine donc, peut également se fixer et agir sur ces cellules pariétales. OK, alors les cellules pariétales, donc à l'intérieur, je veux dire, de ces cellules pariétales, on peut voir un certain nombre de phénomènes. Okay. Le CO2, bien sûr, qui entre dans la cellule peut être, je dirais, hydraté, se combiner à l'eau, donc pour produire le fameux H2 et CO3, l'acide carbonique. L'acide carbonique, donc, il va se scinder pour nous donner d'un côté les hydrogénocarbonates et les protons H+. Okay. Alors, ces protons H+, vont être, on l'a vu tout à l'heure, de l'autre côté, c'est-à-dire côté apical, vont être échangés contre du potassium. Nous avons ici notre pompe à protons, la HK-ATPase. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer que ces pompes à protons ne se trouvent pas directement, je veux dire, sur la membrane apicale franche. En fait, ces protons, ces pompes à protons se trouvent sur des vésicules qu'on appelle les tubulovésicules, que vous voyez là. Okay. Et ces tubulovésicules, en fait, ils sont composés, ils ont une paroi de membrane plasmique, d'accord, avec également des canaux, tels que là, par exemple, vous avez le canal potassique, okay, vous avez d'autres canaux, ici, pour le chlore. Et donc, du potassium passe dans ces tubulovésicules, du chlore également. Et là, on vient de le voir également des protons H+, donc ils vont passer à l'intérieur de ces vésicules, de ces tubulovésicules, en échange d'ailleurs du potassium. Et à l'intérieur donc de ces tubulovésicules, on va se retrouver avec des protons H+, et avec du chlore. Les deux combinés, bien sûr, vont nous donner de l'ACl, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique. OK. Alors, cette pompe à protons, tout à l'heure, je vous ai parlé des inhibiteurs, des IPP, donc qui peuvent agir et inhiber justement cette ATPase. Mais cette ATPase est également sous la dépendance d'autres hormones et d'autres substances, telles que, bien sûr, ici, vous avez la gastrine, l'acétylcholine et l'histamine, d'accord, qui vont agir à partir de leur fixation sur leurs récepteurs membranaires, à membrane basale. Alors, cette action, cette fixation de ces hormones et substances va donc stimuler une protéine kinase. Cette stimulation va se faire donc par une modulation des concentrations soit de calcium ou d'AMP cyclique. Et cette protéine kinase donc, va agir pour stimuler justement cette pompe à protons. Alors, donc, on peut stimuler la production d'ACL
grâce à toutes ces substances-là. OK? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi ces substances, vous avez la gastrine. Alors, donc on va produire une quantité importante d'ACL ici au niveau des tubulovésicule. Mais cela ne veut pas dire automatiquement que vous allez avoir une grande quantité d'ACL au niveau de la lumière gastrique. Celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque ces tubulovésicules, vous voyez qui sont là, se déplacent, pour fusionner avec la membrane. Donc, on parle ici d'une exocytose. Donc, lorsque vous avez exocytose, l'ACL va être déversé dans la lumière gastrique, et l'inverse, lorsque ces tubulovésicules reculent en arrière, il va y avoir une rupture de cette liaison, d'accord? Il ne va plus y avoir cette communication ici, puisque les tubulovésicules vont être internalisés. Donc, en fait, la libération d'ACL dépend non seulement de la production d'ACL, mais aussi de l'exocytose. Donc, d'un côté, on va produire l'ACL, d'accord? Donc, on va avoir au niveau des cellules une quantité importante d'ACL, mais celle-ci ne peut être libérée que lorsque ces tubulovésicules avancent et fusionnent avec la membrane plasmique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre substance libérée par la paroi gastrique? Nous avons des enzymes. Des enzymes grâce bien sûr à la présence de certaines cellules, telles que les cellules principales, on en a déjà parlé. Alors ces cellules principales vont libérer deux enzymes. Alors la première enzyme, c'est une enzyme qui est d'abord produite et libérée sous une forme inactive. Vous l'aurez peut-être compris. La substance produite ne doit pas avoir une activité lorsqu'elle est encore à l'intérieur de la cellule, sinon elle va commencer déjà par digérer la cellule elle-même, qui l'a produite. Et donc, ce pepsinogène donc, qui est produit sous forme inactive va être libéré dans la lumière gastrique, et à ce moment-là, il va se retrouver dans un milieu acide, donc riche en acide chlorhydrique. Il va donc être activé. Et cette pepsine donc, va agir, il va dégrader les protéines pour produire des polypeptides donc de masse différentes, donc de masse moyenne et de masse moléculaire moyenne ou élevée. Donc, je vous ai dit pourquoi le pepsinogène est produit, d'accord, et conservé sous forme inactive. Donc, c'est surtout pour protéger la cellule qui produit justement cette enzyme. Alors, l'autre enzyme libérée par les cellules principales, c'est la lipase gastrique. Alors, donc, vous avez la lipase gastrique. Alors, elle a une particularité donc assez intéressante, c'est que d'abord, elle est active dans un milieu acide. Donc, elle ne va pas être dégradée par l'acidité gastrique. C'est déjà un point important, positif. Alors, elle va donc agir sur tous les glycérides, donc pour produire essentiellement des acides gras et des mono- et des diglycérides. Alors, il a eu également une autre importance, cette lipase gastrique, c'est qu'elle est sécrétée dès la naissance. Donc, elle va agir dès la naissance, alors que la lipase pancréatique n'est pas encore disponible. Donc, c'est la lipase, justement, qui va dégrader tous les lipides du lait maternel.
Alors, c'est les cellules principales donc, qui vont produire le pepsinogène, d'accord? Le pepsinogène qui va plus tard donc, donner de la pepsine, se trouve en fait sous le contrôle du système nerveux et plus particulièrement le système nerveux parasympathique, donc grâce à aux nerfs vagues, d'accord, et des terminaisons nerveuses cholinergiques, donc qui vont stimuler les cellules principales pour produire le pepsinogène. À l'inverse, vous avez des cellules amicus donc qui produisent plutôt les hydrogénocarbonates, d'accord, des carbonates, mais aussi du mucus. Cette sécrétion, production et sécrétion qui est modulée donc par la concentration de l'adénocyclase et également dans l'activité est contrôlée par les prostaglandines, plus exactement les prostaglandines E. Les prostaglandines E vont donc stimuler l'adénylocyclase intracytosolique qui va donc stimuler la production de mucus et de produits basiques, d'accord, de substances basiques. Ici, il s'agit en l'occurrence des hydrogénocarbonates. Alors, je dois vous citer quelques pathologies en rapport avec l'activité gastrique. Alors, j'espère vous en parler prochainement, si on a le temps. Les régulations, toutes les régulations et le contrôle du système digestif. C'est très complexe, hein, nous avons vu déjà quelques exemples. Ça l'est également pour la physiologie gastrique. Et il arrive des fois où vous avez des dérèglements, vous avez des pathologies, d'accord? Des pathologies qui peuvent être passagères ou chroniques. Alors, telles que les dyspepsies. Alors, une dyspepsie, c'est quoi en fait? C'est lorsqu'on a des fois du mal à digérer un repas, lorsqu'on se sent lourd hein, au niveau de l'estomac, lorsque vous avez des ballonnements hein, et d'autres pathologies donc parallèles. Vous avez également, je peux vous citer également l'aérophagie lorsque vous avalez beaucoup d'air. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les dyspepsies. Et vous avez également d'autres pathologies telles que l'hypersécrétion gastrique. Hein, lorsqu'on a une acidité exagérée. Hein. Alors souvent, ce serait le résultat d'une activité importante du nerf vague, hein, une activité exagérée. On parle alors d'une hypertonie vagale. Ok, ça, c'est assez bénin, donc normalement c'est passager, hein, ça arrive et puis ça disparaît. Mais beaucoup plus grave lorsqu'on a justement une hypersécrétion gastrique, mais que celle-ci est d'origine tumorale. Lorsque une personne donc, développe un cancer hein, du pancréas, on appelle ça un syndrome. C'est le syndrome de Zollinger-Ellison. Hein. Dans ce cas, bien sûr, il y a une forte production de gastrine. Et on l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous, la gastrine est une hormone donc, qui est sécrétée, bien sûr, par le pancréas, mais également sécrétée par la paroi gastrique et qui donc va stimuler une sécrétion importante d'acide chlorhydrique. Donc, ce qui va se traduire par une ulcération de la paroi gastrique, accompagnée bien sûr de diarrhée. Alors là, on arrive donc à l'intestin. L'intestin, donc, comme le reste du tube digestif, est doué de motricité, donc il va pouvoir se contracter. Vous allez avoir des contractions.
Alors, ces contractions qui peuvent être sous forme de péristaltisme, nous avons parlé déjà du péristaltisme, c'est en fait une contraction, d'accord, de l'intestin, donc il va se contracter, et cette contraction va se déplacer le long de l'intestin. Elle va se déplacer et va pousser devant elle, bien sûr, les aliments. Alors, on peut également avoir ce qu'on appelle des segmentations. Alors, une segmentation, en fait, par rapport à un péristaltisme, c'est une contraction, c'est une contraction qui ne va pas se déplacer, qui va rester donc sur place. On va voir par exemple ici une contraction, mais qui va rester là, donc une contraction, un relâchement, mais qui ne vont pas se déplacer. Donc vous avez ici deux types de motilité ou de motricité. Alors le péristaltisme, et donc c'est la contraction qui se déplace, et la segmentation, c'est la contraction qui reste sur place. Alors le but de cette motricité, de cette motilité, bien sûr, c'est d'abord de mélanger les aliments avec tous les sucs déversés dans l'intestin. OK? Pour améliorer la qualité de la digestion. Alors d'une part, bien sûr, mais également favoriser le contact avec la paroi, avec la paroi intestinale pour une meilleure absorption également. Alors, quoi encore? Cette motilité également est importante parce qu'elle va propulser les aliments, d'accord? Elle va les pousser pour les déplacer le long de l'intestin, donc en direction, bien sûr, du côlon. Alors, justement, toujours en rapport avec la motricité intestinale, lorsqu'on n'a pas mangé depuis un certain temps, d'accord, on n'est pas en train de digérer ici. Alors, je vous ai déjà parlé, rappelez-vous, du complexe moteur migrant, c'est-à-dire c'est une contraction, c'est une onde contractile qui va donc, c'est du péristaltisme, c'est une onde qui va commencer au niveau du pacemaker gastrique, c'est-à-dire au niveau du tiers supérieur de l'estomac, et cette onde donc de contraction va se déplacer. Alors, de l'estomac jusqu'à la fin de l'iléon, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'intestin grêle. Et celle-ci va prendre un temps entre 90 jusqu'à 120 minutes. Okay? Alors, je dois vous rappeler que le rôle de cette activité contractile du complexe moteur migrant, c'était d'éliminer, d'essayer de nettoyer l'intestin des résidus pour qu'il n'y ait pas de développement bactérien important au niveau de l'intestin. Alors maintenant, lorsqu'on a mangé, lorsqu'on vient de manger, c'est ce qu'on appelle une période post-prandiale. Okay? Post-prandiale. Voilà, donc, je vais y arriver. Alors à ce moment-là, le fameux complexe moteur migrant, le CCM, donc, va s'arrêter. Il va s'arrêter, va être remplacé par une autre activité. Une activité toujours contractile, faite de segmentation, je viens de vous parler des segmentations, et de péristaltisme. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité contractile et ce péristaltisme est intense au début, c'est ce qu'on vient de commencer, de manger, d'accord? Lorsqu'on vient de commencer à prendre notre repas, les toutes premières bouchées vont se déplacer rapidement, d'accord? Rapidement, comment? C'est-à-dire presque autour de 10 cm par minute. Les aliments vont se déplacer à une vitesse quand même importante, entre
10 et peut-être même plus, 10 centimètres par minute. Donc, le temps qu'ils vont mettre les aliments et bien sûr c'est ce péristaltisme, donc il va pousser ces aliments-là, il va mettre environ 40 jusqu'à 60 minutes pour atteindre bien sûr la, la fin de l'iléon, c'est-à-dire la fin de l'intestin. Okay, mais ensuite, ça va ralentir, cette vitesse va baisser et on va se retrouver avec une vitesse de seulement 2 jusqu'à 3 centimètres par minute. Donc, au début, lorsqu'on vient de commencer à manger, la vitesse de propulsion est importante, 10 centimètres par minute, mais ensuite, elle va baisser jusqu'à 2 à 3 centimètres par minute. Alors, la digestion, c'est assez, je dirais, relatif, ça dépend de chacun. Nous n'avons pas exactement tous la même physiologie digestive. Cela dépend bien sûr des personnes. Mais généralement, il s'agit de moyenne. La digestion de chaque repas donc, va durer environ de 4 jusqu'à 6 heures. Alors, toujours en rapport avec la vitesse de propagation ou le péristaltisme. Alors, nous avons vu tout à l'heure, je reviens un peu ici, et donc vous voyez ici la vitesse de déplacement des aliments et la vitesse du péristaltisme. Nous avons vu qu'il peut atteindre quand même jusqu'à 10 centimètres par minute. Alors, au niveau du côlon, alors c'est beaucoup plus lent. La progression va mettre, alors imaginez, seulement pour 1 mètre de longueur de côlon, il va falloir 20 heures. Donc, vous voyez quand même que c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, la progression va être beaucoup plus lente. Alors, qu'est-ce qu'on observe au niveau justement du côlon? Alors, on va voir le fameux, comment dirais-je, péristaltisme. Et on peut même voir un péristaltisme régressif, c'est-à-dire que les aliments, des fois, vont avoir même une tendance à régresser, c'est-à-dire aller dans le sens inverse. Okay, donc, et on va avoir des segmentations, on va avoir une progression, une régression, avant, bien sûr, que les aliments n'atteignent la fin du côlon, c'est-à-dire au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne. Et là, bien sûr, ça va stimuler la défécation. Alors, il faudrait environ 3 jusqu'à 7 jours pour éliminer presque, je dirais, la totalité des résidus, 95%. Mais là encore, ça dépend des personnes. On n'a pas tous exactement la même physiologie. D'autres, bien sûr, certains peuvent avoir même moins de 3 jours, 2-3 jours. Il y en a qui se débarrassent rapidement de leur repas. Ça ne prend pas 1 jusqu'à 2 jours maximum. Et pour d'autres, ça prend, oui, justement, ça prend du temps, jusqu'à 7 jours. Alors, qu'est-ce qui contrôle en fait la motilité intestinale? La motilité intestinale, qui en fait alors nous avons vu plus haut que le péristaltisme était d'origine nerveuse et que c'était l'innervation intrinsèque qui était justement à la commande de cette activité contractile.
Mais le système nerveux extrinsèque peut également avoir son effet, hein, son contrôle sur cette innervation intrinsèque. Et là, par exemple, si vous stimulez comment dirais-je, si vous stimulez cette activité péristaltique, hein, peut être stimulée par le pneumogastrique grâce à l'acétylcholine. Et à l'inverse, il peut être inhibé justement par de l'adrénaline qui est sécrétée par le système nerveux orthosympathique. Mais ça, c'est pas nouveau pour vous, hein. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je pense, lorsque je vous ai dit que le système nerveux orthosympathique inhibait la digestion, okay, et qu'à l'inverse, le système nerveux pneumogastrique stimulait la digestion. Donc, vous pouvez revoir ça. Vous avez toujours votre cours l'année dernière. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors, des hormones également, hein, sécrétées dans le sang, telles que la sérotonine, peut, par exemple, accélérer, hein, le péristaltisme. Alors, un cas assez intéressant donc, à mentionner ici, c'est la nicotine. Alors, la nicotine, je dirais, c'est la cigarette, tout simplement, hein, qui va donc stimuler la motricité gastrique et intestinale. OK? Jusqu'ici, rien de méchant. Mais, à l'inverse, elle va inhiber le côlon. Donc, vous imaginez, hein, lorsqu'on est fumeur, la cigarette, la nicotine, donc va stimuler d'une part donc le transit intestinal, mais seulement grêle, d'accord? Mais au contraire, elle va donc inhiber l'activité au niveau du côlon. Donc les aliments vont passer beaucoup plus de temps dans le côlon, donc avec les fermentations, etc. Ce n'est pas une très bonne chose, hein. Alors, d'autres facteurs également, donc, qui sont rapports, qui peuvent avoir un certain effet sur la motilité intestinale, donc des facteurs nerveux, hein, tels que l'émotion, par exemple, hein, ou la peur. Vous savez que l'émotion et la peur peuvent engendrer la diarrhée. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être expérimenté. Vous avez déjà vu ça dans votre vie. Lorsqu'on a énormément peur, par exemple, on peut avoir la diarrhée. Alors, le potassium est également important. Vous savez que la banane est riche en potassium. Et il est toujours conseillé, hein, pour un bon transit intestinal. Alors, bien sûr, lorsqu'on n'a pas assez de potassium dans le plasma, ceci peut entraîner un ralentissement du péristaltisme intestinal, une sorte de paralysie intestinale. Alors, quelles sont donc les sécrétions que nous avons au niveau de l'intestin? Alors, l'intestin grêle, bien sûr, ici, schéma, donc simple. Vous avez ici, bien sûr, l'estomac, hein. Nous avons le foie et ici, vous avez la vésicule biliaire, hein. Donc, le foie produit, bien sûr, la bile et l'emmagasine au niveau de la vésicule biliaire. Et bien sûr, cette sécrétion, ce produit de sécrétion hépatique va être libéré au niveau de l'intestin, au niveau du duodénum, hein. Alors, donc, vous avez des sécrétions biliaires. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons des sécrétions pancréatiques. Nous avons ici le pancréas, qui va donc produire ici des enzymes et un sucre pancréatique qui, lui aussi, va être libéré
dans le duodénum. Et puis finalement, vous avez des sécrétions qui vont avoir lieu à partir de la paroi de l'intestin. Ce sont donc des sécrétions intestinales. Alors, on va donc parler, dans un premier temps, de la sécrétion pancréatique. Alors, c'est le suc pancréatique digestif majeur, c'est-à-dire, c'est en fait ce suc-là qui est responsable de la digestion. C'est le plus important. Alors, bon, donc il est sécrété à partir du pancréas, ok? Alors, on y trouve dans le pancréas, bien sûr, des cellules qu'on appelle les cellules de Langerhans, des îlots de Langerhans, qui vont sécréter, ils vont produire plutôt des hormones, d'accord? Des hormones et donc qui sont destinées à être libérées dans le sang. Alors, parmi lesquelles vous avez toute une série, hein, l'insuline, glucagon, somatostatine et gastrine. Hein. Et puis, vous avez donc une activité exocrine, c'est-à-dire que vous avez des acinies, c'est des glandes pancréatiques. Donc, ils vont produire ici des enzymes, okay, ils vont les éjecter dans les acinies, ici, dans cet espace-là. Okay. Alors, cette sécrétion, bien sûr, va être transportée, va couler à travers des canaux pancréatiques. Okay. Et durant leur voyage, leur déplacement, ils vont être enrichis, bien sûr, d'eau et de bicarbonate. Donc, vous avez deux types de sécrétion, une sécrétion endocrine et une sécrétion exocrine. La sécrétion exocrine est composée d'enzymes, d'accord, pancréatiques, mais également d'un milieu alcalin, c'est-à-dire de l'eau et des bicarbonates. Alors, vous avez ici le pancréas, hein, que vous pouvez voir. Ici, nous avons l'estomac, et là, vous avez le duodénum. Vous avez ici les îlots de Langerhans, les cellules des îlots de Langerhans. C'est là où, bien sûr, sont produites les hormones, donc qui vont être sécrétées dans le sang. Et là, vous avez des acinies. Alors, vous avez des glandes, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est là où va être produit le suc pancréatique, donc qui va traverser ici ce système canalaire pour être ensuite libéré au niveau du duodénum. Alors, vous êtes capable d'identifier et de reconnaître un organe tel que le rein. Hein, tout le monde est capable de retrouver un rein hein, sur, comment dirais-je, la carcasse d'un mouton. Si je vous demande de prélever un poumon, vous êtes capable de le faire. Si je vous demande de prélever le cœur, les reins, etc., intestin, etc., vous êtes tout à fait capable de le faire. Mais si je vous demande de me chercher et d'extraire le pancréas, ben, beaucoup hein, ne seraient pas capables de le faire parce que le pancréas ressemble à de la graisse, d'accord? C'est ce que vous voyez là. Et pire, il se retrouve pas loin, et presque même mélangé avec comment dirais-je, cette graisse donc qui entoure et qui est fixée à l'intestin. Hein. Donc, il est difficile quand même à reconnaître. Hein. Mais vous essaierez alors de faire attention la prochaine fois que vous avez l'occasion de tripoter et d'examiner
une carcasse de mouton, chercher l'emplacement du pancréas. Oui, alors justement, elle ressemble à au mésentère. Hein. Le mésentère, c'est cette espèce de graisse donc, que vous avez au niveau des intestins. Bon, alors, nous avons donc ici ce schéma-là qui représente, vous voyez d'un côté, vous avez ici les cellules des canaux pancréatiques. Hein. Et nous avons ces cellules hein, qui, comme les autres cellules qu'on a déjà vues, d'accord, et décrites, vous avez deux membranes plasmiques, deux faces. Hein. Vous avez la face apicale et la face basale. Alors la face basale est toujours au contact du plasma. Mais ici, vous voyez, bien sûr, ces cellules vont puiser du CO2 du plasma, d'accord? Ce CO2 va nous donner donc de l'acide carbonique, le fameux H2CO3. Alors, pour produire par la suite des protons H+, et des bicarbonates. Alors, les cellules ici, dans ce cas-là, vont travailler dans un sens inverse par rapport à ce qu'on a déjà vu pour l'estomac. Rappelez-vous, pour l'estomac, les cellules, les fameux cellules, je vais finir par retrouver le nom, les cellules pariétales, okay, les cellules bordantes, hein, pariétales ou bordantes. Puiser en fait l'acidité dans le plasma et l'injecter dans la lumière gastrique. Ici, nous avons l'inverse, c'est-à-dire que les cellules des canaux pancréatiques, au contraire, ils vont puiser la basicité du plasma et l'injecter dans les canaux. Donc, ils vont travailler à l'inverse. Ceci donc va nous produire ici un suc plutôt basique, ok, donc riche en bicarbonate. Alors, ce suc donc produit ici dans les acinies et donc va traverser les canaux pancréatiques et au fur et à mesure de sa progression, il va être enrichi de bicarbonate et le chlore va être réabsorbé. Donc, on produit environ de 1 jusqu'à 2,5 litres par jour. Hein. Rappelez-vous, donc, nous avons vu que pour la salive, on produisait environ 2 litres par jour. Hein. Le suc gastrique, on produisait jusqu'à peut-être 1,5 litres par jour. Et que là, hein, pour le pancréas, il y a une production de 1 jusqu'à 2,5 litres par jour. Il y en a les litres produits durant le passage à travers le tube digestif. Alors le liquide, il a la même concentration donc, que le plasma, et donc isotonique par rapport au plasma. Il a des concentrations donc, identiques pour le sodium et le potassium. Et pour son pH est plutôt basique, et donc compris entre 7 et 8,4. Alors, quelles sont donc les enzymes pancréatiques qui sont libérées dans le suc pancréatique? Ben, vous avez toute une série. Hein. Vous avez de l'amylase, donc qui intervient dans la transformation et du glucose et du glycogène et de l'amidon. Vous avez la lipase pancréatique, hein, donc à ne pas confondre avec la lipase gastrique. Et nous avons une autre série de protéases. Alors ces protéases
sont en fait produites et stockées sous forme inactive. Alors, pour les mêmes raisons que je vous ai déjà données, hein, parce que c'est des protéases et s'ils sont actives à l'intérieur de la cellule qui les forme, ben, ils vont commencer déjà par digérer cette même cellule hein, d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve parmi ces protéases? Ben, on trouve de la trypsinogène ou du trypsinogène, du chymotrypsinogène, proélastase et ainsi de suite. Donc, vous avez toute une série. Hein. Alors là, prolipase, ribonucléase, etc. Hein. Donc, toutes ces protéases sont inactives. OK? Et ils vont être libérées en même temps, toutes ensemble, au niveau du duodénum. Donc, je vous représente ici. Donc, vous voyez une portion de... Ici, vous avez le duodénum. C'est ce que vous avez là. OK? C'est une section, une portion. Nous avons donc le pancréas qui va donc libérer toutes les protéases, hein, donc la trypsine, chymotrypsinogène, proélastase, procarbopepsidase, etc., prolipase et lipase. Donc, toutes ces substances, toutes ces protéases sont libérées sous forme inactive. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois elles sont libérées dans le duodénum? La paroi de l'intestin, c'est la paroi en brosse, d'accord, la bordure en brosse constituée de cellules, les cellules absorbantes, c'est-à-dire les entérocytes, vont libérer une autre substance, ok, une enzyme qu'on appelle l'entérokinase. Alors, l'entérokinase, c'est en fait c'est la clé, en fait. C'est la clé de l'activation de toutes les autres protéases. OK? Pourquoi? Parce que l'entérokinase va activer le trypsinogène en trypsine. La trypsine, en présence bien sûr de calcium, va donc activer toutes les autres protéases. Le chymotrypsinogène donc, va nous donner du chymotrypsine, de la chymotrypsine. Hein. La proélastase va donc nous donner de l'élastase et la procarbopepsidase va nous donner du carbopepsidase. La prolipase nous donne de la colipase. Okay, et toutes ces nouvelles molécules hein, sont actives. D'accord? Donc, vous voyez que l'activation avait besoin comme clé l'entérokinase. C'est l'entérokinase qui a permis l'activation de toutes les enzymes libérées par, bien sûr sous forme inactive, par le pancréas. Alors juste à vous, je dois vous préciser que pour justement la dégradation des lipides, vous avez une synergie entre la lipase et la colipase. Okay, donc, ils doivent agir ensemble donc, pour hydrolyser les diglycérides et donc les triglycérides hein, pour nous donner soit des acides gras hein, et accompagnés bien sûr par du monoacylglycérol. Alors maintenant, concernant les sécrétions en provenance du foie, hein, donc il s'agit ici de la bile. Alors la bile, nous avons vu que c'est une substance qui est synthétisée par le foie en utilisant bien sûr le cholestérol et qu'elle est concentrée dans la vésicule biliaire et que disons par 24 heures, on produit là aussi 0,8 litres par jour. Donc, c'est quand même important, d'accord? C'est presque 1 litre. Hein. Alors,
Le cholestérol, donc, qu'on trouve dans la bile, ben, justement, le nom de cholestérol vient des calculs qui peuvent se former dans la vésicule biliaire. Parce que c'est quoi les calculs? Les calculs biliaires, en fait, c'est du cholestérol consolidé. Il y a durci. OK? D'ailleurs, le mot de cholestérol, c'est un mot qui est composé, d'accord? Et qui veut dire coller, coller, la première partie du mot, coller, qui veut dire bile. Et stérol vient en fait de stéréos, et qui veut dire solide. OK? Là, vous voyez, c'est un mot d'origine grecque, qui est composé en fait. Et donc, rappelez-vous chaque fois que vous entendez cholestérol, ben, sachez que l'origine de ce mot vient en fait des calculs qui sont faits dans la vésicule biliaire. C'est un mot composé d'origine grecque qui a son origine au niveau, bien sûr, des calculs dans la vésicule biliaire. Alors, les acides biliaires, qu'on trouve également dans la sécrétion biliaire, ils sont captés. D'abord, si je dois reprendre, donc la bile est composée dans le foie. OK. Elle est sécrétée en quantité importante qui va donc venir ici pour être stockée dans la vésicule biliaire, là où il va se concentrer jusqu'à 10 fois. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des besoins, elle va être libérée dans le duodénum. D'accord? C'est là où il va être libéré. Alors, bien sûr, pas d'ailleurs que les acides biliaires, tout à l'heure je vous ai parlé des acides biliaires, qui peuvent être réabsorbés au niveau, bien sûr, du duodénum, vont être réabsorbés, et ensuite ils vont repasser par, bien sûr, le canal cholédoque, par la veine porte, d'accord, ils vont passer dans le foie, là où ils vont être de nouveau captés. C'est une sorte de cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique de la bile. Et d'ailleurs, vous avez exactement le même cycle concernant le cholestérol. Vous avez également ce qu'on appelle le cycle entéro en rapport avec l'intestin, hépatique, en rapport avec le foie, du cholestérol. Donc, vous avez le cycle entéro-hépatique de la bile et vous avez également le cycle entéro-hépatique du cholestérol. Le pH de la bile est basique, il est entre 7,6 et 8,6. Donc voilà un schéma qui vous montre ici le foie. Vous avez donc le foie qui produit de la bile qui va être emmagasinée dans la vésicule biliaire pour être ensuite sécrétée au niveau du duodénum. OK? Alors, ce que vous avez ici, dans cette partie-là, c'est le pancréas. Vous l'avez là, si vous voulez le chercher un jour, sur une carcasse de mouton. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans la bile? Donc, on trouve surtout de l'eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve également des acides biliaires, essentiellement de l'acide cholique et kénodésoxycholique, qui peuvent être combinés, liés ou conjugués avec deux acides aminés que vous connaissez bien, la glycine et la taurine. On y trouve des mêmes acides biliaires, mais également sous forme de sels, des sels formés avec le sodium ou le potassium. On trouve également des phospholipides. Alors, ces phospholipides, essentiellement la lécithine, donc qui sont responsables justement de la solubilisation du cholestérol. Qu'est-ce qui fait que des calculs se forment dans la vésicule biliaire? C'est justement
une quantité insuffisante de phospholipides. Les phospholipides sont indispensables pour dissoudre le cholestérol. Alors, bien sûr, lorsque vous avez une quantité pas suffisante, il y a formation de cristaux. Et bien sûr, bien entendu, également lorsque vous avez une quantité importante de cholestérol capté par le foie, là également, il peut y avoir formation de cristaux et de calculs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également dans la bile? On trouve également des pigments. Alors, les pigments, essentiellement de la bilirubine. On trouve également différents ions. Alors, mais quel est le rôle de la bile et des sels biliaires qu'elle contient? Alors, c'est exactement le même rôle que va avoir, par exemple, du savon sur les graisses. Lorsque vous voulez vous laver les mains, d'accord, vous utilisez du savon et vous créez ce qu'on appelle une émulsion. Hein. Cette mousse que vous créez, c'est en fait une émulsion. Alors, une émulsion, c'est, bon, je peux vous donner peut-être un autre exemple. Hein. En fait, l'émulsion, c'est toujours le résultat d'une incorporation d'eau dans une phase lipidique. Hein. C'est ce que vous faites souvent. Une mayonnaise, par exemple, hein, lorsque vous mélangez deux phases, une phase lipidique, est-ce que vous utilisez beaucoup d'huile, hein, lorsque vous utilisez une mayonnaise avec bien sûr des œufs, et là vous avez donc deux phases que vous allez essayer d'homogénéiser et de stabiliser, hein, ce qu'on appelle donc une émulsion. Les sels biliaires que vous avez dans la bile, leur intérêt justement, c'est de créer une émulsion. Hein, une émulsion. Alors, l'émulsion de quoi? L'émulsion des gouttelettes. Vous avez les grosses gouttelettes lipidiques qui se retrouvent dans l'intestin et qui vont être dégradées, qui vont être transformées en petites gouttelettes très, très, très fines, d'accord? Et une stabilisation justement de cette émulsion. Comment justement on arrive à fragmenter et à stabiliser ces micro-gouttelettes lipidiques? Justement grâce aux acides biliaires, aux sels biliaires, qui se présentent en fait sous une forme de molécules bipolaires. Hein. Donc nous avons ici notre sel biliaire, vous voyez, il est là, avec un pôle ici lipophile et un pôle négatif, un radical anionique, qui est plutôt hydrophile. Donc, vous avez deux pôles. Là, c'est notre molécule. Là, c'est notre sel biliaire. Hein, toute cette molécule que vous voyez là. Elle est composée de deux pôles. Un pôle stérolique qui aime rester dans l'huile et un pôle, un radical, qui est chargé négativement d'ailleurs, hein, et qui aime rester dans une phase aqueuse. OK? Alors, si vous prenez ces molécules-là, ces acides-là, vous les mettez en présence, bien sûr, de gouttelettes lipidiques et donc qui se trouvent dans un milieu aqueux, ces molécules, ces acides ou ces sels biliaires, donc vont d'un côté et également grâce, bien sûr, à la motilité, à la motricité intestinale, vont donc mélanger ces sels biliaires avec les graisses, hein, des aliments que vous avez bien sûr mangés, hein, qui se trouvent maintenant dans l'intestin, et qui vont donc agir par une fragmentation de ces gouttelettes, et en plus, ils vont les stabiliser. Alors, de quelle façon? Alors, bien sûr, vous avez ici, nous sommes dans une phase aqueuse, avec des gouttelettes lipidiques. Vous voyez les gouttelettes lipidiques ici qui sont représentées toujours par la même couleur, jaune, vous voyez là. Le bleu, c'est de l'eau,
c'est la phase aqueuse. Et là, nous avons les molécules qui vont se mettre de façon, hein, ils vont se mettre dans une disposition où leur pôle qui aime l'huile se trouve dans l'huile et leur pôle qui n'aime pas l'huile et qui aime plutôt la phase aqueuse se trouve dans l'eau. Okay. Or, vous voyez, et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir beaucoup de sels biliaires, beaucoup de molécules, comme ça, bipolaires, qui vont se mettre dans cette disposition-là. Et donc, avec le pôle négatif qui est dirigé vers l'extérieur, vers la phase aqueuse. OK? Et donc, ça va créer une charge négative tout autour des gouttelettes lipidiques. OK? Alors, imaginez maintenant des gouttelettes qui sont chargées négativement comme ça à l'extérieur et qui vont circuler dans une phase aqueuse. Est-ce que vous imaginez ces gouttelettes? Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? Elles ne pourront jamais se rapprocher. D'accord? Puisque deux charges de même nature, d'accord, de même charge, sont plutôt répulsives. Donc, ils ne vont plus pouvoir se rapprocher. Parce que s'ils se rapprochent, ils vont fusionner. OK? D'ailleurs, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez voir lorsque vous prenez, hein, si vous prenez bien sûr un verre ou une petite bouteille dans laquelle vous mettez de l'eau et ensuite vous versez par-dessus de l'huile. Hein. Si vous mélangez, vous fermez la bouteille, bien sûr, vous agitez énergiquement de façon à obtenir une émulsion, c'est-à-dire vous allez avoir une multitude de gouttelettes lipidiques donc, qui vont se mettre en suspension dans la phase aqueuse. Mais lorsque vous laissez votre bouteille au repos, vous la déposez, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir reformation des deux phases, il va y avoir séparation de la phase aqueuse de la phase lipidique. Ici, il ne peut pas se faire, hein, on ne peut pas avoir ça grâce justement aux molécules que vous avez là. Les sels biliaires vont donc empêcher qu'il y ait une fonte, comment dirais-je, une reformation de grosses gouttelettes lipidiques à partir des petites, parce que celles-ci ne peuvent pas se rapprocher parce qu'elles sont chargées négativement à l'extérieur. Alors, en fin de vie des globules rouges, celles-ci vont être bien sûr phagocytées par des cellules du système immunitaire. Alors, vous avez ici des globules rouges, et donc les produits de leur dégradation, on trouve du fer, par exemple, de l'hème, hein, on trouve de la globine, mais également on trouve de la bilirubine. Hein. La bilirubine qui va être captée par le foie, et celle-ci va être intégrée dans la bile. Alors la bile qui va être par la suite, au niveau du duodénum, va être sécrétée. Hein. Alors cette bilirubine va subir une dégradation donc par l'activité microbienne ici au niveau de l'intestin. Alors cette dégradation va nous donner ce qu'on appelle l'urobilinogène, et c'est justement cette substance qui est à l'origine de la couleur brune de nos déchets, hein, des fesses, des excréments. Hein. Donc la couleur brune des excréments, elle est due à la dégradation de nos globules rouges. Hein. C'est là justement d'où vient cette couleur. Alors, on va parler maintenant de l'absorption. L'absorption qui va avoir lieu essentiellement au niveau, bien sûr, de l'intestin grêle. Alors, nos aliments, donc composés, bien sûr, de glucides, de graisses et de protéines,
vont subir dans un premier temps ce qu'on appelle la digestion luminale. Donc, il va avoir lieu au niveau de la lumière du tube digestif. Et donc, ce qui va produire ici, dans un premier temps, bien sûr, des sucres simples, du glycérol, des acides gras et des acides aminés. Alors, tous ces produits de la digestion vont passer, et d'ailleurs c'est le but ultime, vont passer dans le sang. Alors là, vous avez plusieurs dispositifs de transport, des dispositifs qui sont différents, hein, on verra ça plus tard. Alors, des transports qui peuvent être passifs ou facilités ou actifs, donc pour se retrouver ensuite dans le sang et dans la lymphe. Alors, un petit rappel ici de la structure de la paroi intestinale. Alors, vous vous rappelez les différentes couches, la séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. OK. Alors, vous voyez ici la muscularis mucosae également, qu'on peut citer. Alors, je vous ai dit que vous avez un plissement, bien sûr, de la muqueuse, hein, un plissement énorme, avec ici, vous voyez, ce qu'on appelle des villosités, hein, des villosités intestinales. Vous en avez là et là. Hein. Et entre les villosités, hein, vous avez ici cet espace-là, ce fond ici qu'on appelle les cryptes. Donc, vous avez ici les villosités, et entre les villosités, vous avez les cryptes. Alors, chaque villosité, vous pouvez voir ici, chaque villosité, on peut y voir une circulation, une sorte de microcirculation. Donc, des capillaires en quelque sorte, hein, ou des artérioles et des vénules. On peut voir également que vous avez une circulation lymphatique. Et alors, tout ça, on peut le revoir ici. Donc, vous voyez ici, vous avez des villosités. Vous en avez ici. Et dans chaque villosité, en fait, vous avez d'abord un système nerveux. C'est le fameux système nerveux intrinsèque, hein, avec bien sûr les plexus, dont on a déjà parlé. Plexus d'Urbach et plexus de Messner. On peut même ici avoir un autre plexus, c'est le plexus d'Izizawa. Hein. Donc, vous avez un système nerveux pour chaque villosité. Vous avez également une circulation sanguine, donc une circulation artérielle et veineuse, et vous avez parallèlement une circulation lymphatique. Alors, tout à l'heure, ce que je vous ai parlé des villosités, hein, vous en avez une ici. Donc, vous avez une villosité. Ce que vous avez là, en fait, c'est une reproduction d'une photographie électronique, donc prise à l'aide d'un microscope électronique. Donc, ici, vous voyez ce petit carré là, ce petit morceau que vous avez là, c'est ce qu'on a détaillé ici. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez en fait? Alors, vous avez ici des cellules, ce sont les fameuses cellules entérocytes, ce sont les entérocytes que vous voyez là. Là, vous en avez un, il est là, vous voyez. Et à côté, vous en avez un autre, il est là. À côté, vous avez un autre, il est là. Hein. Ce sont des cellules, ce sont les fameuses cellules absorbantes que vous avez là. Hein. Vous avez un entérocyte, à côté un entérocyte, vous avez un autre ici, etc. Et là, ce sont des cellules à mucus, vous voyez, qui sont juste à côté, avec leur mucus que vous voyez là, qui va être sécrété vers l'extérieur. Mais je reviens aux cellules donc, qui m'intéressent pour l'instant, ce sont les entérocytes. Alors, les entérocytes, avec les deux membranes, là, vous avez la membrane apicale, puisque ici, vous avez la lumière intestinale, et là, en bas, vous voyez ici, c'est la membrane basale, c'est la membrane qui va être constamment en échange avec le plasma. Alors, sur la face apicale,
de cette cellule-là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la bordure en brosse. Hein. C'est la bordure en brosse. Ce que vous voyez là, ce sont les microvillosités. Hein. Ce que vous voyez là, ce sont les microvillosités. Alors attention à ne pas confondre avec les villosités. Vous voyez là, ce sont des villosités. Ça, c'est une villosité. Avec ici l'épithélium intestinal. Cet épithélium est composé de cellules entérocytes. C'est sur ces cellules entérocytes, sur leur face apicale, que vous avez les microvillosités. Les microvillosités se trouvent, c'est un plissement de la membrane. Okay. Les microvillosités, ce sont des plissements de la membrane plasmique. Alors que les villosités intestinales, c'est des plissements de la muqueuse intestinale. Alors voilà, donc nous avons ici notre cellule, ici, avec ces plissements de la membrane apicale. Okay. C'est une photographie électronique ici. Et vous voyez là un autre détail très important. Vous voyez ce que vous avez là, c'est une sorte de manteau. C'est une couverture qui est composée d'une substance qu'on appelle le glycocalyx. OK? Alors, donc nous avons ici la lumière intestinale. Nous avons ici le glycocalyx. Nous avons ici la bordure en brosse, ce sont les microvillosités. Et là, bien sûr, c'est le cytoplasme de l'entérocyte. Alors, les digestions, hein, lorsque je vous ai parlé de digestion luminale, c'est la digestion qui va avoir lieu ici, au niveau de la lumière intestinale. Et je vais vous parler tout à l'heure d'un autre type de digestion, c'est la digestion entérocytaire. Or, la digestion entérocytaire, elle va avoir lieu au niveau du glycocalyx. Donc, vous avez deux types de digestion à distinguer. La digestion luminale, dans la lumière intestinale, et la digestion entérocytaire qui va avoir lieu au niveau du glycocalyx, donc qui recouvre la microvillosité intestinale. Alors là, plutôt sous forme d'un schéma, donc on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous avons ici les villosités intestinales, vous en avez une, vous en avez une autre ici, hein, ce sont les villosités intestinales. Les microvillosités, attention, vous les avez ici, sur cette membrane que vous voyez là, hein, l'épithélium intestinal. Donc, quels sont les types de cellules qu'on va rencontrer ici? Alors, donc, vous avez déjà d'un côté les villosités intestinales, c'est ce que vous voyez là, il y en a une ici, vous avez une deuxième là, et entre, bien sûr, les villosités, vous avez les cryptes, hein, vous avez les cryptes ici. Alors, nous avons un certain nombre de cellules différentes. Vous avez bien sûr les cellules ici, les cellules qui vont libérer le mucus, ce sont les cellules à goublet. Vous avez les entérocytes, qui sont donc des cellules absorbantes, donc qui vont absorber les nutriments. Alors, ces cellules, on les trouve au niveau, bien sûr, de la villosité. OK? Alors, on trouve des cellules, par contre, au niveau des cryptes, c'est-à-dire au niveau de la partie profonde. On va retrouver, pareil que tout à l'heure, hein, on va retrouver des cellules endocrines, pardon, des cellules à gobelet. On va trouver des cellules absorbantes également. OK? Et on trouve des cellules qui, en fait, ce sont des cellules prolifératrices, ce sont des cellules qui vont produire les cellules des villosités. C'est-à-dire que vous voyez ici les cellules qui sont là, leur origine se trouve au niveau des cryptes. Parce que là, vous avez des cellules qui sont matures, OK? Alors que là, vous avez des cellules qui sont prolifératrices, c'est-à-dire c'est des cellules qui vont se diviser. C'est des cellules qui se divisent
Et les cellules qui sont issues de cette division donc, vont remonter pour former les cellules des villosités. Alors, au fond des cryptes, c'est une zone qui est profonde. Alors, vous imaginez, lorsque les germes ou les bactéries passent dans ce creux que vous avez là, au fond, ben, ils vont être tranquilles pour se développer, et pulluler. Or, heureusement, vous avez ici, au fond, des cellules immunitaires qu'on appelle les cellules de Paneth, et donc qui vont lutter contre la prolifération de ces microbes. Donc, si je dois récapituler tout ça, alors je le récapitule sous forme d'un tableau. Donc, nous avons les villosités d'un côté et nous avons des cryptes. Alors, quelles sont les cellules que nous avons au niveau des villosités? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont les cellules à mucus, les fameuses cellules à gobelet, les entérocytes, bien sûr, et rappelez-vous, avec, bien sûr, leur membrane sous forme de bordure en brosse et le fameux manteau de glycocalyx. Les cryptes, au contraire, on trouve donc, au contraire, pas forcément, on trouve les mêmes, presque les mêmes cellules, à part bien sûr, apparemment les entérocytes, mais on trouve bien sûr les cellules caliciformes, donc pour produire le mucus. On trouve des cellules donc, qui sont indifférenciées, et qui vont servir à renouveler les cellules épithéliales. C'est un phénomène qui doit durer et qui demande entre 3 et 5 jours. On trouve les fameuses cellules immunitaires, donc les cellules de Paneth, et donc qui produisent des immunoglobulines essentiellement A et G, et des lysosines pour dégrader les bactéries. Et on trouve aussi des cellules endocrines. Et ces cellules endocrines, bien sûr, vont sécréter un certain nombre d'hormones, telles que la sérotonine, la sécrétine, la cholécystokinine et la gastrine inhibitor les peptides, GIP, de la gastrine et de la somatostatine, et d'autres, bien sûr, substances. Alors là, un schéma, justement, juste pour vous montrer l'importance des cellules les unes par rapport aux autres et leur structure. Donc, nous avons ici les cellules à gobelet, qu'on appelle les cellules caliciformes, donc qui produisent le mucus. Alors là, bien sûr, vous avez ici comment dirais-je, le crypte, ce sont les cryptes. Et entre les cryptes, bien sûr, vous avez, ils ne sont pas représentés ici, les villosités. Donc, vous avez juste les cryptes qui sont là. Donc, avec les cellules à gobelet pour produire le mucus. Nous avons des cellules entérocytes, donc qui, avec bien sûr leur bordure en brosse. Nous avons les cellules de Paneth, cellules immunitaires, avec ici leur représentation donc schématique. Et puis, vous avez bien sûr des cellules endocrines, donc qui vont sécréter, produire et sécréter des hormones qui vont être libérées dans le sang. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de deux types de digestion. La digestion luminale et la digestion entérocytaire. Ici, le résultat, bien sûr, de la digestion, dans un premier temps, des glucides. Alors, les glucides vont subir une chaîne et une succession d'actions par des enzymes. Ici, bien sûr, il s'agit d'amylases. Alors, les amylases salivaires, donc, qui commencent déjà la digestion. L'amylase gastrique, donc au niveau de l'estomac, et des amylases pancréatiques, des amylases comprises dans le suc pancréatique. Pour obtenir donc essentiellement des dimères, alors tels que le maltose, le saccharose et le lactose, et des sucres un peu plus complexes, des oligomères. Alors, nous avons
d'une part, la digestion luminale, et je vous ai parlé aussi de la digestion entérocytaire. Alors, nous avons ici des entérocytes. Nous avons ici la lumière intestinale, OK? Et là, vous avez la bordure en brosse, ce sont les fameux microvillosités, les fameuses microvillosités. Donc, qui sont couverts par le glycocalyx. Le glycocalyx ici est représenté par la couleur bleue que vous voyez là. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la lumière du tube? Bien sûr, on obtient, hein, dans la lumière du tube, on obtient, on l'a vu tout à l'heure, du maltose, on obtient du saccharose, on obtient des oligosaccharides. Ça, c'est ce qu'on obtient chez un adulte. Au contraire, chez un nourrisson, on obtient bien sûr du lactose, hein, compris bien sûr dans le lait maternel. Alors, ça, ce sont les produits, tous ces produits-là sont des produits de la digestion luminale. Mais ces produits-là, ils vont diffuser pour passer dans le glycocalyx, dans ce manteau. OK? Et dans le manteau, vous avez d'autres enzymes. Hein. Nous sommes en train de parler là de la digestion entérocytaire. Alors, les sucres ici, donc plus ou moins complexes, vont être encore plus simplifiés grâce donc à la saccharase et de l'isomaltase en glucose et fructose. Et chez le nourrisson, grâce à la présence de lactase qui existe chez les nourrissons et qui normalement n'existe pas chez l'adulte, d'ailleurs c'est pour ça on a une intolérance vis-à-vis du lactose, hein, on n'arrive pas à digérer le lactose parce que nous sommes déficients en lactase, hein, qui existe bien sûr chez les nourrissons. Et donc la lactase va nous donner ici, à partir du lactose, du glucose et du galactose. Donc, vous voyez, vous avez deux types de digestion, la digestion luminale et la digestion entérocytaire qui va se faire, hein, au niveau du glycocalyx. OK? Donc, je vais m'arrêter là pour reprendre donc ce qui reste de cette partie-là la semaine prochaine. OK? Donc, allez, donc vous l'aurez en fin de, vous aurez le cours, je pense, la dernière partie, vous l'aurez en fin de semaine. OK? Donc, allez, à bientôt.